Drancy en Seine-Saint-Denis, à 10 km du centre de Paris. Les zones pavillonnaires et les grands ensembles en béton se disputent son territoire comme dans 1000 autres villes de banlieue qui lui ressemblent. Drancy aimerait bien d'ailleurs qu'on continue de la confondre avec ses voisines. Ce serait commode, mais c'est impossible. Ce qu'elle dissimule sous les traits familiers de notre époque est trop terrible. Drancy abrite en son cœur un passé qui continue de la maudire, puisque c'est elle, à son corps défendant sans doute, que les Allemands choisirent pour y amasser pendant 3 ans, de 1941 à 1944, près de 80 000 Juifs arrêtés dans toute la France. Pour 67 000 d'entre eux, la cité de la Muette fut le lieu du dernier séjour, avant d'être convoyés en train vers les camps de concentration de Pologne, depuis la gare toute proche. Drancy n'était pas un lieu de souffrance, c'était un lieu d'angoisse. Ce qui n'est pas pareil. Hein? On vivait dans l'angoisse de figurer sur la liste des partants 24 heures après. Avec le recul, je crois que ça représente le bout de la route. Parce que après, c'est le néant. Drancy, ça a été un moment, évidemment, difficile et incompréhensible pour nous. Au départ, on disait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est là? Ouais, c'est ça, c'est une incompréhension surtout. Hein. Bon, on a fait une bêtise, on est prisonnier. Là, on ne pigeait pas très bien. Et puis ça nous dépassait quand même, hein. Ça a été difficile. Ni Marcel Lotz, ni Eugène Baudouin, les deux architectes couverts de prix et de récompenses, qui ont conçu la cité de la Muette au début des années 30, n'avaient pu prévoir la postérité tragique de leur projet de cité radieuse. Ce grand ensemble moderne, destiné aux foyers modestes, l'un des premiers en France à être bâti avec des matériaux de béton préfabriqués. Lotz et Baudouin sont morts aujourd'hui. Mais leur cité rendue à sa vocation de HLM est toujours debout. Elle peut faire semblant de se fondre dans le paysage de béton qui l'entoure, mais sa mémoire continue d'être hantée par le crime perpétré en son sein. Voici l'histoire de ce crime et de ce qui l'a rendu possible. La guerre d'abord, la guerre perdue. La déroute militaire qui, en 6 semaines, de mai à juin 1940, terrassa 40 millions de Français et en fit ce peuple du désastre, dominé par des Allemands doués d'une force invincible. Dans cette tragédie collective, le peuple traumatisé se donna à Pétain, qui avait dit « Français, je fais à la France le don de ma personne. » Pétain demanda et obtint un armistice. Le fracas des armes et des destructions s'arrêta. Cet armistice divise la France en 2 zones. Une zone occupée qui comprend les 2 tiers du territoire avec Paris. Et une zone libre où les Allemands ne sont pas et sur laquelle depuis Vichy règne le gouvernement du maréchal. Une des clauses essentielles du traité stipule que dans la zone occupée, l'administration française est tenue de prêter son concours à l'exécution des décisions de l'autorité allemande. En zone libre, ces décisions allemandes ne s'appliquent pas. Au début au moins, les envahisseurs s'efforcèrent de dominer leur écrasante victoire, conformément d'ailleurs aux ordres d'Hitler qu'il avait exigés de ses troupes. À Paris et ailleurs, les occupants étaient polis et corrects. Les occupés pouvaient presque les prendre pour des touristes. Mais le Troisième Reich reste le Troisième Reich. Il a des ennemis officiels, les Juifs, et le combat contre eux doit se poursuivre. La France compte alors environ 250 000 Juifs répartis sur l'ensemble de l'Hexagone. Un peu plus de la moitié sont de nationalité française. Les autres, soit plus de 100 000 personnes, sont des étrangers, arrivés en France entre les 2 guerres. Dès le 27 septembre 1940, une ordonnance allemande s'est d'abord chargée de définir qui est juif.
On est juif si on est de religion juive ou si on a de grands-parents juifs. L'ordonnance allemande exige que ceux qui répondent aux critères et qui demeurent en zone occupée aillent se faire recenser sous peine de sanctions graves. Et comme le veut l'accord d'armistice, c'est l'administration française qui est chargée de l'exécuter. Dans les commissariats, toutes les pièces d'identité, les cartes de séjour des juifs étrangers, les cartes d'identité des juifs français sont tamponnées d'un juif rouge de 4 cm qui va s'avérer tragique quand commenceront les contrôles et les rafles. Ceux qui n'y sont pas allés de leur plein gré ont enfreint la loi et auront de toute façon du mal à y échapper. Il me regarde et me dit, alors ça va pas la tête, tu t'es pas déclaré. Il prend son bouquin, là, ça, le listing, là, puis il me dit, alors David Angèle, ton père, il est juif? Moi, j'aurais fait comme ça. Ta mère, Louise Angèle Nevalero, elle est juive? Je ne réponds pas. Et toi, tu vois, moi, je ne suis pas juif, je dis. Moi, je suis français et j'ai fait ma préparation militaire. Alors, il m'a regardé, j'ai cru que c'était bon. Il y avait la carte d'identité à la main, toute neuve, vierge. Et qu'est-ce qu'il fait, malgré tout? Il hésitait. Il prend la carte, il prend le cachet, paf! Il me fout le cachet juif. Il me lance, il dit, barre-toi, il me dit, t'as de la chance, t'as une bonne tête. Au terme des accords d'armistice, et selon la volonté du Führer, l'autorité suprême en zone occupée appartient à la Wehrmacht. Depuis sa résidence de l'Hôtel Majestic, c'est le gouverneur militaire de Paris qui a le dernier mot pour toutes les mesures relatives à l'ordre public, à la police et à la sécurité des troupes d'occupation. La question juive fait également partie de ses attributions, mais le gouverneur militaire lui accorde une importance marginale. Tel n'est pas le cas de Théodore Dannecker, qui a 28 ans en 1940. Dannecker est lieutenant des SS. Il est le représentant des services d'Adolf Eichmann en France, avec le titre de conseiller aux affaires juives. Contrairement aux militaires, Dannecker n'a qu'une seule ligne à son programme, la persécution des Juifs. Les militaires ont une vue d'ensemble que n'a pas Dannecker. Une vue d'ensemble, c'est-à-dire de gestion du territoire français que n'a pas Dannecker. Dannecker, sa seule et unique préoccupation, c'est régler la question juive, au gré des changements des politiques. Le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit l'URSS. Dans les premières semaines, elle vole de victoire en victoire. Des dizaines de villes sont prises, des centaines de milliers de soldats de l'armée russe sont faits prisonniers. Les nazis, surtout à partir de juin 1941, c'est-à-dire à partir de la rupture du pacte germano-soviétique, qu'on appelle l'opération Barbarossa, ont posé l'équation communiste égale partisan égale juif. Il faut les exterminer car ils veulent la mort de l'Allemagne. Et c'est le contexte qui explique d'ailleurs la rafle dite de Drancy. Le 20 août 1941, les Allemands organisent donc une gigantesque rafle dans les quartiers est de Paris, notamment le 11e arrondissement, transformé en souricière. Cette rafle a un caractère préventif. Il s'agit, selon les autorités militaires, de décapiter l'encadrement des masses juives assimilées aux bolcheviks. Quelques unités de la Feldgendarmerie accompagnent des centaines de policiers municipaux. L'effet de surprise est total. 4200 juifs, des hommes exclusivement, sont arrêtés, soit à leur domicile, grâce aux fiches de la préfecture, soit dans la rue sur simple contrôle. Le tampon juif sur les papiers d'identité fait à cette occasion la démonstration de son efficacité redoutable. Ils sont en immense majorité des juifs étrangers, polonais notamment, et les Français de souche, les Israélites, comme on disait dans le langage d'époque, sont minoritaires. Les 4200 juifs arrêtés sont conduits le jour même à la cité de la Muette à Drancy, réquisitionnés par les Allemands et rebaptisés par eux Frontstalag III. Moi, dans mon idée, le camp de concentration, c'était le baraquement, entouré de fils de fer barbelés, des sentinelles casquées avec le fusil à la bretelle. C'était ça le camp de concentration. Alors, quand j'arrive à Drancy et que je vois ce bâtiment tout neuf, j'irais presque, enfin, faire attention à ce qu'on dit, presque beau. Pour moi qui sortais d'un petit taudis, si j'ose dire. Je vois ce bâtiment en U gigantesque. En réalité, seul l'extérieur de la cité est achevé. 3 grandes ailes de 4 étages et 22 cages d'escalier.
Mais à la place des 3 appartements par palier, prévus par les architectes, de grandes surfaces nues de 80 mètres carrés sans cloison avec l'escalier en plein milieu. Ce sont ces grandes pièces vides qu'on appellera des chambrées. Encore stupéfaits par la brutalité des arrestations auxquelles les autorités n'ont fourni aucun motif, les 4200 hommes s'entassent dans ces chambrées improvisées sans savoir combien de temps va durer leur détention. D'entrée, les conditions d'internement et d'hygiène sont désastreuses. Les internés ne pourront pas changer de linge pendant plusieurs semaines, car les gendarmes français qui les surveillent refusent systématiquement tous les colis apportés ou envoyés par les épouses. Ces gendarmes sont 150. Ils sont casernés dans les gratte-ciel qui jouxtent le camp. Dannecker, qui a suivi toute l'affaire de très près, a exigé d'eux qu'ils appliquent aux internés un régime disciplinaire. Mais comme on peut le lire dans le récit publié après-guerre par Noël Calef, l'un des internés, ce qui marque les premières semaines passées à Drancy, c'est la faim terrible. La faim qui donne des envies d'étrangler son voisin, parce que mangeant plus lentement, il a encore quelques bribes de poireaux délavés qu'il déguste en haletant. 3 fois par jour, à 7h, à 13h et à 18h, les corvées allaient chercher la soupe. Le matin, on buvait du bouillon Magie, eau chaude, dans un récipient gras. Midi et soir, soupe aux légumes, ou, parfois, parmi les exclamations enthousiastes, un interné particulièrement vénard découvrait une rondelle de carotte. N'importe. Claquant du bec, les détenus auraient bien avalé des litres de cette infamie pour se mettre quelque chose de chaud dans le ventre. Hélas, ils en touchaient à peine quelques cuillerées. Au bout de 10 jours, les internés ne tenaient plus sur leurs jambes. Dans la chambre, dans la cour, d'un seul coup, les hommes s'effondraient. Faire partie de l'équipe chargée des corvées d'épluchure est un privilège recherché. Les corvées de pluche à Drancy, c'était pour éplucher les carottes. Disons qu'il y avait, je sais pas, disons 50 ou 100 kilos de carottes pour 5000 personnes. Alors le jeu consistait à gratter et puis en douce, quand on n'y avait pas, hop, d'en manger une. Alors, il fallait faire vite parce que le gendarme qui nous gardait, permanence, il regardait toujours les mâchoires, les lèvres. S'il y en a un qui parlait, qui mangeait, hop, il l'emmenait en prison. Alors, il fallait faire vite. C'est l'inertie bureaucratique qui explique cette famine. En hâte et sans prévenir, les Allemands ont confié le ravitaillement du camp à la préfecture de la Seine. Or, les crédits manquent et il va falloir des semaines au préfet pour les obtenir du ministère de la Production à Vichy. En revanche, la clochardisation généralisée qui accompagne cette pénurie est un choix délibéré de Dannecker, bien secondé par les gendarmes qui continuent notamment de refuser les colis de linge. J'étais sale, je ne me lavais pas de savon, pas de brosse à dents, il n'y avait rien pour ce qu'on mangeait, il n'y avait rien. J'étais interné 77 jours. Je ne me suis pas lavé une fois. Dès les 15 premiers jours, le manque d'hygiène et la famine organisée commencent à faire des ravages. La préfecture de la Seine obtient des Allemands de pouvoir employer quelques infirmières. Dans les 24 heures, j'ai vu Dannecker arriver. C'était un très bel officier. Mince, avec un joli visage. Jeune. Je le détestais, naturellement. Enfin, je le détestais. Je le considérais comme une vermine, c'est tout. Et puis on est arrivé dans un truc invraisemblable. Les gars avaient des dysenteries abominables. Il y avait des water en grande batterie qui traversaient la cour libre du camp, où les gars tombaient comme des mouches. Et la nuit, on les ramassait et les Allemands les mettaient de côté car ils ne voulaient pas qu'on sache qu'il y avait des morts. Au milieu de la cour se dressaient les pissotières. Il y avait ces damnés escaliers à descendre et à remonter ensuite, sur des jambes molles qui vous soutenaient à peine. Aux latrines, on pataugeait dans l'urine. On y faisait la queue. À Drancy, un caractère d'urgence absolue caractérisait les besoins corporels. Arriver en temps utile constituait un problème difficile à résoudre. Interdiction de pisser dans la cour, contre les murs ou les barbelés. Vous avez des cabinets pour ça, bande de cochons. Les cabinets. C'était pire. Il fallait parcourir plus de chemin encore pour y parvenir. 60 trous d'aisance pour 4500 hommes. Pendant 3 semaines, du 20 août au 13 septembre 1941, l'opinion est maintenue dans une ignorance complète. La censure allemande veille et ni la presse ni la radio ne font la moindre allusion à la rafle ou à Drancy. Puis soudain, le 13 septembre, Paris Soir et le Petit Parisien, les 2 plus gros tirages de la zone occupée,
font leur première page sur Drancy. Dannecker a fait venir les photographes et a donné le ton des articles. Le lecteur y apprend donc que Drancy est un camp modèle, où des internés privilégiés mangent à satiété pendant que la population souffre des restrictions et alors que les prisonniers croupissent dans les stalags. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue de la sociologie et du point de vue du fonctionnement du monde juif, c'est que très rapidement se met en place à Drancy, à la fois spontanément et puis ensuite très encouragé par les autorités françaises, une sorte de hiérarchie à l'intérieur d'un camp qui va être gérée pour la vie, disons, quotidienne des détenus, par les détenus eux-mêmes. Et là, on voit se reproduire à Drancy la hiérarchie sociale qui existe en France entre les Israélites, français depuis des générations, comme je l'ai dit, parfois même convertis, ayant des professions, disons, appartenant à l'élite sociale de la France, ce que Pierre Birenbaum avait appelé les fous de la République, et la masse des Juifs issus de l'immigration, pauvres, ne parlant pas français, ou mal, parlant souvent yiddish, parfois, mais pas toujours, politisés, parfois, mais pas toujours politisés à gauche, et l'antagonisme entre ces deux populations va être parfois assez aigu. Selon Noël Calef, ces antagonismes s'expriment physiquement au sein de chaque chambrée, où l'on distingue la partie dite Champs-Élysées, qui regroupe les Juifs français aisés, et la partie dite Belleville, où vivent la masse des Juifs immigrés. Moi, j'étais français. Je ne comprenais pas que d'autres Français m'internent, j'ai rien fait. Alors à Drancy, tout d'un coup, on dit les Juifs français vont être libérés. Ah, les Juifs français vont être libérés. Ah, bah, enfin, je dis, ah, voilà, là, c'est ça, c'est bien, bon. Le lendemain, c'était, ah oui, mais attention, les Juifs français d'origine. Ça veut dire d'origine. Du coup, il y a des Français neufs, puis des Français d'occasion. Je ne comprenais plus, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On descend dans la cour, là, puis c'est là qu'il y avait des espèces de tréteaux, ils avaient mis des plans, puis des gars de l'autre côté, je ne sais pas si c'était des inspecteurs de police ou des employés, des inspecteurs ou de la préfecture, je ne sais pas. Et le gars qui était devant moi, une espèce de rougeau, là, gros, là, comme ça, donne ma carte d'identité, bon, non, comme ça. Et lui, dans un réflexe, probablement, quand il me dit nationalité, sans me regarder comme ça. Moi, j'attendais ça, je lui dis français. Il me regarde, enfin, pas tout à fait, il me dit qu'est-ce que tu dis? Je lui dis français. Il me dit pauvre con, français de mes couilles, vous voyez. Et puis, il me jette la carte d'identité au visage. Alors là, j'étais ratatiné. Alors j'ai fait mettre des chalis, que j'ai fait venir de la Croix-Rouge d'ailleurs. Puis là, j'ai mis comme j'ai pu des gars, mais ça a été très rapidement dégueulasse, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène. Les gars avaient des fuites abominables toute la journée, ils ne se retenaient plus. Oh non, ça a été effroyable. Et quand les Allemands ont vu que ça tombait terriblement, que les hommes mouraient, là, ils ont commencé à agiter le secteur de la Croix-Rouge. Et ils ont eu les jetons qu'il y ait une épidémie d'œdème dans le camp. Eux, tout de suite, les Allemands, l'épidémie, les microbes, ils ont donné des instructions à un médecin français de libérer les plus malades et, dans la foulée, les plus jeunes. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être libéré du camp de Drancy. La barrière s'ouvre. Les Juifs qui étaient avec moi s'éparpillent. Je me retrouve tout seul devant le camp de Drancy. Et j'ai été étonné de voir les gens aller venir, passer devant le camp. Mais je dis, c'est incroyable, il y a un camp, il y a des gens en train de mourir ici. Et les gens passent comme si rien n'était. Ah, ça m'assied littéralement. C'est pas possible. Tant d'indifférence, c'est pas possible. Ça, j'étais en pétard. Alors j'aurais été heureux d'être libéré. J'étais très en colère, en vérité. Dans l'indifférence ou l'ignorance, Paris, à 2 pas de Drancy, vit sa vie de capitale occupée. Depuis la campagne de presse du mois de septembre 1941, les nouvelles du camp de Drancy sont rarissimes et l'opinion ignore tout.
La presse aux ordres continue pourtant de lui parler des Juifs. En la consultant au début du mois de décembre, on peut y apprendre la création de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. L'UGIF est né de la volonté des Allemands, qui ont exigé que toutes les organisations juives fusionnent en une seule. Il s'agit pour eux de n'avoir qu'un seul interlocuteur auquel il sera plus facile de donner des ordres, en alternant les menaces et les avantages. L'UGIF, dont le siège en zone occupée est rue de Téhéran à Paris, jouera un rôle considérable dans le destin des Juifs de Drancy. Quand l'UGIF est créé au début du mois de décembre 1941, 2500 hommes sur les 4200 raflés du mois d'août sont toujours internés au camp de Drancy. Peu à peu, les conditions s'améliorent. La correspondance est enfin permise, à la condition d'être visée par les gendarmes. Et surtout, les colis de linge puis de nourriture sont autorisés. La gestion des colis alimentaires destinés aux indigents est confiée à l'UGIF. Ces colis complètent l'ordinaire du camp qui reste insuffisant. Selon Noël Calef, les gendarmes qui procèdent à la fouille obligatoire des colis en profitent largement. À la fin de l'année 1941, ce redressement dans leur vie quotidienne donne l'illusion aux 2500 détenus de Drancy que le pire est derrière eux et que petit à petit, tous finiront par être libérés. L'heure des déportations massives n'a pas encore sonné et les rafles ont cessé. Pour les maîtres allemands, Drancy reste un camp de représailles. L'expression monumentale de leur haine et de leur détermination. Drancy est un vivier à juifs dans lequel ils peuvent facilement prélever le contingent d'otages à fusiller en cas d'attentat. En réalité, le cauchemar ne fait que commencer. Les nazis s'apprêtent à mettre en œuvre ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive en Europe, et qui signifie en fait leur anéantissement. Drancy y salira son nom pour l'éternité. Le 20 janvier 1942, dans une villa cossue de Wannsee à Berlin, se tient la conférence qui organise les grandes lignes de ce processus de mise à mort systématique. Adolf Eichmann, le supérieur de Dannecker, rédige le procès verbal de cette réunion que préside Reinhard Heydrich, le grand patron des services de police du Reich. Au début du mois de mai, ce même Heydrich débarque à Paris. Il vient présenter Karl Oberg à ses interlocuteurs français. Oberg est un général SS. Il est désormais officiellement le chef supérieur de la SS et de la police pour la France. Au cours de ce séjour à Paris, Heydrich et Oberg rencontrent René Bousquet, le secrétaire général à la police du gouvernement de Vichy. Les discussions relatives à une prochaine déportation massive des Juifs de France commencent à cette occasion. Elles vont mettre 2 mois à aboutir et se concluront par une grande rafle, opérée à la mi-juillet en zone occupée, celle que l'on appelle communément aujourd'hui la rafle du Veldiv. Mais la gestion de la question juive, elle se décide avant tout à Berlin, au 4B4, c'est-à-dire à Eichmann, et ensuite est répercutée par le 4B4 vers la France. L'homme du 4B4, Dannecker, est donc naturellement très impliqué dans les discussions germano-françaises qui préparent la grande rafle. Lui aussi rencontre la plupart des hauts fonctionnaires français concernés. C'est d'ailleurs sous son étroite supervision que le 27 mars 1942, le tout premier convoi de déportés juifs, constitué de 1112 hommes, a quitté la France à destination de la Pologne. Après plusieurs coups de sonde, c'est encore Dannecker qui propose le chiffre de 40 000 juifs à déporter pour l'année 42. C'est ce chiffre que son supérieur Eichmann retient et qui détermine les modalités pratiques de la solution finale en France. Les nazis vont choisir un lieu unique qui va permettre de regrouper les juifs arrêtés sur l'ensemble du territoire où ils vont être concentrés et tout immédiatement évacués, c'est-à-dire une véritable plaque tournante. Drancy ne contient que des juifs, première chose. Deuxième chose, Drancy se trouve à côté de 2 gares, Bobigny et le Bourget, et enfin se trouve à côté de Paris. Donc de fait, la localisation géographique de Drancy, pensée en tant que plaque tournante, en tant que rouage de déportation, s'impose d'elle-même. En attendant le déclenchement effectif de la rafle, les Allemands vont durcir considérablement le régime déjà contraignant appliqué aux Juifs de la zone occupée. Le 8 juillet 1942, une ordonnance allemande leur interdit de se rendre dans les restaurants, les cafés, les bibliothèques publiques, les piscines et les parcs, de visiter les monuments historiques, d'assister à des spectacles de théâtre, de cinéma, de se rendre aux courses de chevaux. L'accès aux magasins d'alimentation leur est interdit avant 15h et après 16h. Les Juifs n'ont accès qu'à la dernière voiture du métro. On les a déjà privés de leur poste de radio, de leur bicyclette et du téléphone. Il s'agit en somme de leur rendre la vie impossible avant de leur ôter la vie. Mais la mesure la plus infamante, celle qui marque les esprits de l'opinion non juive, c'est à partir du 7 juin 1942, l'obligation pour tous les Juifs âgés de plus de 6 ans
de sortir dans la rue en arborant une étoile jaune cousue sur leurs vêtements. Moi, je l'ai porté le jour où j'ai eu 6 ans, c'est-à-dire le 19 juillet 1942. Je me souviens très bien que ma grand-mère m'avait cousu ça sur un manteau. Mais j'ai pas compris très bien ce que ça voulait dire. Puis j'étais plutôt content de l'avoir. C'était un signe de croissance. Moi, je l'ai eu aussi. Donc j'avais plus de 6 ans à l'époque. Donc j'étais concerné. On avait tous l'étoile. On portait l'étoile. Alors à ce moment-là, je crois que même c'est à ce moment-là que moi j'ai pris conscience qu'il y avait une différence. Jusque-là, pas du tout. Vous pouvez pas savoir comme c'est dur à porter. C'est dur à porter parce que quand vous êtes dans la rue, même si vous essayez avec votre bras plus ou moins de camoufler, tous les gens vous regardent. Et puis, à 9 ans, moi j'allais à l'école. Et j'étais obligé d'aller à l'école avec mon étoile. Et vous savez, les enfants sont cruels. À la récréation, ils étaient tous autour de moi, à m'invectiver, sans arrière-pensée sans doute. Mais il n'empêche que quand vous êtes différent des autres, et j'étais différent puisque je portais une étoile, c'est vraiment très dur à vivre. Au sujet de l'étoile obligatoire, Pierre Laval, le chef du gouvernement, n'a émis aucune protestation. Et au sujet de la rafle imminente, il partage l'obsession de Bousquet. Ne pas se laisser déborder par les Allemands et confier à la police française seule le soin d'opérer les arrestations. Avant même que ne soient entérinés les détails de la rafle, le camp de Drancy bruise de rumeurs et de préparatifs. Le 1er juillet, les internés qui occupent l'aile gauche reçoivent l'ordre de retirer les chalits des chambrées et tout le mobilier, d'y jeter de la paille au sol, puis d'aller se répartir dans l'aile d'en face. Le lendemain, le déménagement continue jusqu'à ce que soient complètement vidés les chambrées des escaliers 1 à 6. Ces escaliers 1 à 6 sont en fait ceux que l'on destine aux futurs déportés. Le 9 juillet, Drancy s'attend à recevoir 2 à 3 000 Polonais. On sait désormais qu'il y aura parmi eux des femmes et des enfants. On a réservé l'aile centrale aux femmes. Les derniers détails de la rafle sont fixés lors de l'entrevue entre Pierre Laval et Karl Oberg. Laval a 2 motifs de satisfaction. Les Juifs arrêtés seront tous des étrangers, et la police française conduira l'affaire toute seule, en pleine souveraineté. À sa question sur la destination finale des déportés, Oberg lui répond que les Allemands édifient un État juif à l'est de la Pologne. Laval s'en contente. La rafle des Juifs étrangers ne concerne que la zone occupée. René Bousquet a promis que ce premier contingent sera complété plus tard par la livraison des Juifs de la zone libre. Sans la police de Vichy, pas moyen d'arrêter les dizaines de milliers de Juifs que les Allemands veulent arrêter. C'est des dizaines et des dizaines d'agents qui préparent la rafle. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné les fiches des gens qu'on va arrêter, qu'on a copié les résultats, c'est communiqué à la police municipale et par secteur, la police municipale va faire les arrestations. Ce qui est certain, c'est que dans ces différentes étapes, il y a eu des fuites au niveau du service du fichier de la préfecture de police de Paris, il y a eu des fuites au niveau des commissariats de quartier, des gardiens de la paix, puisque il n'y aura, entre guillemets, que 13 000 arrestations sur les 22 000 fiches sorties des fichiers. On en parlait déjà depuis quelques jours. Il y a la rumeur qui circulait dans le quartier, disant qu'il allait y avoir une rafle, comme il y avait eu l'année précédente, c'est-à-dire en 1941. Mais en 1941, ils n'avaient arrêté que des adultes, donc des hommes. Et on n'imaginait pas une seconde qu'on allait arrêter non seulement les hommes, mais des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés, enfin, etc. Donc ça s'est passé à l'aube du 16 juillet. Mon père, qui s'attendait, qui avait entendu parler de cette rafle, avec un voisin, notre voisin de palier, s'était caché dans la nuit, enfin la veille. Et au petit matin, ils sont arrivés et ils nous ont arrêtés, ma mère, ma sœur et moi. En province, et notamment à la campagne, ce sont les hommes de la Feldgendarmerie qui procèdent aux arrestations. Ma sœur dormait, c'était en pleine nuit. Et donc ma mère n'a pas osé la réveiller parce qu'elle serait mise à pleurer. Et ma mère et moi, on s'est cachés dans un petit grenier sous des vieux tapis.
Et les Allemands qui savaient, qui venaient nous arrêter, nous ont cherchés. Et donc ils sont montés dans le grenier. Je me souviens, on voyait à travers les tapis, enfin, et il avait des torches, et il parlait comme il pouvait parler, bruyamment. Il faisait du bruit, il donnait des coups. Et puis ils nous ont pas trouvés, et ils sont repartis. Là, vraiment, moi, j'étais complètement paniqué. Je me souviens, j'avais dit à ma mère... j'entends un camion il y a un camion qui nous attend, et elle m'avait dit, mais il n'y a pas de camion, c'est ton cœur. Et puis, plus rien, et puis, tout d'un coup, un bruit terrible, les Allemands qui ne nous trouvaient pas, ils avaient fouillé partout, ils avaient cherché partout, ils sont remontés. Ils se sont dit, ils doivent être quelque part, et là, ils ont été une extrême violence, ils sont rentrés dans le grenier, ils ont donné des coups, et puis ils m'ont touché. J'ai crié, et puis c'était fini. Les Juifs arrêtés en famille sont d'abord conduits dans les camps d'internement du Loiret afin d'y être séparés. Les hommes partent les premiers, puis une semaine plus tard, on sépare les femmes des enfants. Il a eu l'appel, et il avait les enfants d'un côté, les femmes et les adolescents de l'autre. Et là, ça hurlait tellement qu'ils ont pris des lances à incendie pour calmer un peu tout le monde. Et ça continuait à hurler beaucoup. Et ils ont fait venir, c'est la seule fois où j'ai vu des Allemands, une automitrailleuse, à l'extérieur du camp. Là, il y a eu un grand silence, mais ça devait durer un moment. Et elles sont parties, je dis elles, parce que c'était beaucoup des femmes. Et là, on s'est retrouvés tout seuls. On a beaucoup mangé de haricots. Ce qui explique dans quel état on était quand on est arrivé à Drancy. Comment on dit? Diarrhéique? Pour éviter peut-être pas la dysenterie, mais enfin, on s'en était pas loin. Et puis, je me disais en moi-même, c'est quand même, j'aurais un petit peu varié le menu. Alors on a mangé de l'herbe, en disant on va se faire une salade. On nous avait, comme il y avait des pissenlits, on savait que ça pouvait se manger. Mais sans vinaigrette, c'était pas terrible. Mais quand on est arrivé jusqu'à la gare, les gens regardaient ce groupe de mots absolument dépenaillé, dégueulasse. C'est tout juste s'il n'y avait pas les mouches. Donc on a repris le train. Ces personnes-là sont envoyées à Drancy, d'où depuis la rafle du Veldiv partent les convois, un rythme de 3 convois par semaine à partir de la mi-juillet 1942. Il y a d'abord cette cour noire, avec le mâche-fer, là. Alors le mâche-fer, c'est une sorte de charbon, de poussière noire, et quand on marche sur le mâche-fer, il y a une sorte de fumée noire qui s'élève du sol. Et l'immeuble par lui-même est gris, le mâche-fer était noir, cette poussière qui s'élevait du sol, ça donnait une atmosphère de tristesse. On se sentait mal. Il y avait beaucoup de monde, on était bousculés, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait...
Ma sœur a 2 ans. Et on se tenait beaucoup, enfin toujours la main, parce que d'abord on avait peur de se perdre, et il y avait beaucoup d'enfants. Et puis on a été fouillés, braque de fouille. Donc on avait des petits baluchons qu'on nous a ouverts. Bon, c'était assez violent. Genre. On nous a emmenés dans les étages, il y avait des grands escaliers, et on était au dernier étage, je devais être le 3e ou le 4e. Et je revois une grande pièce, mais sans rien. En béton, quoi. Avec des paillasses par terre. Et puis on s'est installé. Enfin, installé, on nous a laissés là, quoi. Ce qui préoccupait les uns et les autres, c'était d'aller le plus vite possible aux toilettes. Ce qui fait que pour les plus petits, pour nous aussi d'ailleurs, je dois l'avouer, les escaliers étaient très vite dans un état immonde. Avec l'odeur en plus. On mangeait très peu, enfin on mangeait, surtout pour des petits enfants, on mangeait surtout de la soupe aux choux, je me souviens, et donc il y avait des problèmes de diarrhée, et puis les enfants n'avaient pas le temps d'aller où il fallait, d'ailleurs ça débordait, et puis il fallait laver, et puis c'était quand même misérable. Là, on commençait à se demander ce qui allait se passer. C'était plus que c'était. Là, ça devenait grave, quoi. Puis il y avait, il y avait des adultes surtout qui étaient dans des états de panique, qui ne nous rassuraient pas du tout, quoi, qui pleuraient, on a assisté. Enfin, moi, j'ai assisté à plusieurs suicides. Des gens qui jetaient du 4e étage, j'en ai vu, qu'on les cherchait sur une espèce de brancard, et puis on n'en parlait plus. Il y avait une espèce de cri d'hystérie, enfin. Depuis le 19 juillet, Drancy vit au rythme sinistre des arrivées et des départs. Les convois de 1000 personnes en moyenne se succèdent tous les 3 jours. Mon cher petit papa, je suis arrivée à Drancy bien dépaysée, mais bien courageuse, et suis sur le point de partir demain à nouveau, pour une destination inconnue. Peut-être aurai-je la chance de me retrouver avec Jean. J'ai fait le nécessaire pour que l'on s'occupe de toi. J'espère que tu n'es pas inquiété par tous ces événements. Ne m'écris pas pour le moment, car je ne connais pas la nouvelle adresse. Je suis plus courageuse que je ne croyais, et j'espère malgré tout te revoir bientôt. Bon courage. Je t'embrasse fort, ainsi que Mariette et Jacqueline. Sarah. Ma chère petite fille, je te préviens que nous sommes en bonne santé, moi et ta mère, que nous allons partir demain pour aller travailler. Sitôt arrivé, je vais t'écrire. Ne t'inquiète pas pour nous. Tout va très bien. Veille à ce que tout soit bien en ordre à la maison et mange bien pour être en bonne santé. Et j'espère que l'on se reverra un jour tous ensemble. On t'embrasse bien fort. Tes parents. Les nazis ont distingué plusieurs catégories précises dans la masse des 30 000 juifs arrêtés. Les célibataires, les couples sans enfants, les familles. Avec méthode, l'une après l'autre, ces catégories arrivent à Drancy. Le camp devient donc une sorte de plateforme logistique du crime, fonctionnant à flux tendu, selon le principe « les derniers arrivés partent les premiers ». Les listes des partants sont dressées au bureau des effectifs où se côtoient les employés de la préfecture et une dizaine d'internés. La plupart des enfants sont pratiquement repartis le lendemain ou le surlendemain. Ça a été très vite. Pas un n'est revenu. Je parle de ceux qui ont franchi
La porte de Drancy, vous savez, comme dans la tragédie grecque, c'est la porte de l'enfer. Puis après, plus rien. Dès les premières semaines, le besoin de donner un nom à cette destination inconnue se fait sentir. Naturellement issu du folklore des Juifs d'Europe orientale, qui sont la majorité des internés, le nom trouvé va être adopté par tous. Pichipoy. 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 C'était sous-entendu qu'on allait partir, de toute façon, qu'on n'allait pas rester. Et c'était ce fameux Pichipoy où on allait aller, mais bon, on ne savait pas très bien ce que c'était. Mais ça impliquait quand même le départ imminent. Personne ne savait où il allait, on appelait ça Pichipoy. Pichipoy, c'est le lieu de là-bas, ce qui veut rien dire du tout, ou le lieu d'où tu viens peut-être aussi. On va vers Pichipoy, ce qui sonne à la fois yiddish, polonais, désespoir, plaisanterie. On a besoin de croire en quelque chose, comme on peut. Si on ne croit pas, on peut se jeter par la fenêtre. Alors, on sait qu'on ne part pas vers des lieux agréables. On ne veut pas croire qu'on part vers la mort. Mais on part vers une épreuve qu'on n'est pas sûr de surmonter tous. C'est le sentiment qui nous habite. Ma chère petite femme et mes filles chéries. Ma chère Régine, et voilà, nous sommes dans le train pour un grand voyage. Ma chère femme et mes bien-aimées filles. Ce matin, mercredi 30, je pars à destination inconnue. Je te jure que je suis fort et courageux. Très chère Madame Baglin et Mademoiselle Essaillant. Ma chérie, hier mardi, j'ai reçu ton colis qui m'a fait grand plaisir. Surtout que je n'avais rien. Ça tombe bien. Je te jure que je suis fort et courageux. Je crois que je vous écris pour la dernière fois. J'espère que tu le seras pour ta part. Je suis très courageuse et je suis prête à tout. Merci pour le gâteau turc et ton poulet. Mais je vous supplie, ne laissez pas mon petit tomber entre leurs mains. Je t'assure que bientôt, je reviendrai et nous oublierons tout cela. Tu peux être tranquille. Faites ce que vous voulez, mais ayez pitié de lui. Je vais pour travailler. Si mes chaussures d'été ne sont pas achetées, inutile de le faire. J'ai remis à mon cousin un pantalon, une paire de chaussures. Il faut que le petit ne se trouve pas du tout où il est maintenant. Embrasse maman chérie. Nous sommes très fatigués. Je t'assure qu'on n'en peut plus. Car c'est le dernier. Et j'espère malgré tout te revoir bientôt. Maintenant, n'en vois plus rien. Adieu, votre Anna. Pendant toutes ces aventures, mon père nous a suivis à la trace. Il a pris contact avec un type qu'il avait connu en Pologne, dans la petite ville dont son village dépendait. Et ce type s'appelait Israël Israelovitch. On n'invente pas ça. Ce type était un des dirigeants de l'UGIF et mon père s'est payé le culot d'aller le voir. Il s'est souvenu de mon père. Il lui expliquait la situation. Il était très au courant, enfin en tout cas de la rafle et tout ça. Et il dit, bon, ben je vais voir. Disons les choses comme elles sont. C'était un collabo, comme on dit. Des Allemands, il y en a eu. Et ce type était devenu un des dirigeants de l'UGIF. Mon père m'a raconté la scène dans un bureau magnifique de la rue de Téhéran, dans le Paris 8e. Et tout ça en yiddish. Je pense toujours à ça. Si vous mettez ça dans un film, on ne vous croit pas. Il lui a donné des sous. Et devant lui, il a téléphoné. En allemand. Probablement à la Gestapo. Et il a signalé donc ma mère, ma sœur et moi. Et il a dit, bon, ça y est, c'est fait. Mon père est reparti. Annette et Michel Muller sont épargnés. Mais le coup de téléphone d'Israelovitch arrive trop tard pour leur mère, qui est déjà partie pour la Pologne et qui ne reviendra pas. Serge Klarsfeld m'a montré un document où il y avait les noms des enfants qui devaient partir dès le lendemain ou le surlendemain. Et en bas de liste, il y avait nos noms, ma sœur et moi, et qui ont été rayés. L'UGIF a obtenu que quelques enfants, et notamment ceux dont les Allemands recherchent toujours les parents en fuite, soient extraits du camp et placés dans un des orphelinats dont elle a la gérance.
mais ces enfants sont des exceptions rarissimes. On a eu faim, on a eu des manifestations, enfin moi, pas trop. Ma soeur a eu des manifestations elle a eu des édèmes de carence, c'est-à-dire qu'elle a les jambes qui ont gonflé, elle ne tenait plus debout un jour, après dans la cour, puisqu'on avait le droit de sortir de temps en temps. Je ne sais pas au bout de combien de temps, peut-être 8 jours, peut-être 15 jours, le hasard a fait qu'on a rencontré notre oncle, et il était là. Et donc on était ensemble depuis peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais on ne s'est jamais vus parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et lui, il était côté opposé. Et de l'autre côté, à gauche, devant le camp, on a été dans sa chambre. Enfin, c'était déchambré, mais c'était pas du tout pareil. C'était relativement propre. Il y avait des chalets, enfin l'un sur l'autre. Il y a une petite table, il y a des tabourets que nous, on n'avait pas. L'oncle des enfants Moscovici a ses entrées au bureau des effectifs. Il parvient à obtenir une place pour eux dans un des orphelinats de l'UGIF. Ce que j'ai appris, évidemment, bien plus tard, c'est que tous les enfants avec qui j'étais, tous ceux que j'ai connus, sont partis le 6 novembre, c'est-à-dire qu'on était, nous, encore à Drancy, mais on devait déjà être sur la liste des départs à l'UGIF. Ils sont partis le 6 novembre pour Auschwitz et ont été gazés le 8. Tous les juifs de Drancy ne sont pas égaux devant la déportation. En application de la règle, qui veut que les derniers arrivés partent les premiers, les juifs de nationalité française sont au début au moins relativement épargnés par les départs, puisque les rafles de l'été 42 ne concernent exclusivement que des étrangers. Les Français de Drancy commenceront à partir quand cette masse d'arrêtés sera épuisée. Comme prévu, au terme des négociations entre Laval et Auberg, aux 30 000 juifs arrêtés en zone occupée, Vichy en ajoute 10 000 autres, prélevés dans la zone libre. Il s'agit principalement de juifs dits apatrides, en fait les anciens juifs allemands, déchus de leur nationalité par le Reich et qui avaient trouvé refuge en France. À la fin du mois d'août, eux aussi font l'étape de Drancy, passent 2 jours dans les escaliers de départ avant de partir pour Pichipoy. Déjà heurtés par les rafles massives opérées dans les grandes villes de la zone occupée, l'opinion publique, notamment les catholiques et les protestants engagés, est scandalisée. Et c'est la première fois où, en France, sous Vichy, l'opinion marque un désaccord avec le gouvernement de Vichy. Ensuite, il y aura un deuxième grand désaccord, c'est le STO. Vichy fait machine arrière auprès des Allemands en termes de collaboration directe. À partir de ce moment-là, Vichy va refuser d'arrêter les Juifs dans la zone sud pour le compte des Allemands. La question de la zone occupée, elle, est plus compliquée parce qu'il y a les accords d'armistice, parce que l'administration française est tenue de collaborer avec les Allemands. Donc, en zone occupée, ça ne bouge pas. Les RAF sont décidés au coup par les Allemands en prenant en compte tout ce qui peut rentrer en ligne de compte. Où il faut ménager les relations diplomatiques entre les alliés, ou même les pays non alliés, les pays neutres. On ne touche pas aux juifs suisses, ou aux juifs turcs, ou aux juifs portugais. On ne touche pas non plus aux juifs américains ou aux juifs anglais, puisqu'il y a des Allemands qui vivent dans ces pays-là, il y a des prisonniers de guerre qui sont détenus par ces pays-là. À partir de, je crois, de l'été 42 ou automne 42, je crois que les Allemands procédaient de la façon suivante, ils arrêtaient beaucoup par nationalité. Et donc, étant grecs, nous avons été arrêtés dans la nuit du 5 au 6 novembre 42, comme tous les Grecs qui vivaient à Paris. Aucun pressentiment et rien n'avait filtré. Alors, on ne serait pas resté là. Alors, arrêtés à 2h du matin par la police française, ça je m'en souviens très bien, qui nous a donné une demi-heure pour faire une valise, enfin prendre des effets personnels, et qui nous a escortés. C'était 2 policiers français. Moi, j'ai gardé le souvenir de gens corrects. Il n'y a pas eu de... sans élever la voix, sans rien, qui nous a amenés au commissariat du 17e, qui regroupait tous les gens du quartier qui étaient arrêtés. Et au petit matin, on nous a fait monter dans des autobus, et ça a été l'arrivée à Drancy. Voilà, moi j'ai été mis avec mon père, avec les hommes, et maman avec les femmes, bien sûr.
Beaucoup de Grecs ont été déportés très vite, et quelques-uns, dont nous, n'ont pas été déportés. C'était l'arbitraire le plus total. Le 8 novembre 1942, les forces anglo-américaines débarquent sur les plages du Maroc et de l'Algérie française. La riposte des Allemands est immédiate. Ils envahissent la zone libre. Lyon, Toulouse, Marseille et même Vichy sont désormais sous la botte. Mais les accords d'armistice signés en 1940 demeurent. Et dans l'ex-zone libre, l'administration française n'est pas tenue de collaborer avec les Allemands. Il y aura des exceptions, comme à Marseille. En janvier 1943, où en 3 jours, la police de René Bousquet met la main sur près de 2000 juifs français et étrangers qui prennent immédiatement le chemin de Drancy. Mais à partir de février 1943, au sud de l'ancienne ligne de démarcation, la police de Vichy ne collabore plus et les Allemands qui traquent les Juifs sont obligés de s'appuyer sur des antisémites militants, les miliciens, les collaborateurs locaux ou les dénonciateurs appâtés par le gain. En conséquence, le nombre des arrestations diminue considérablement. Ça a été facile en 1942 d'arrêter les Juifs parce que l'administration française collaborait, que l'administration française avait le recensement des Juifs. Donc on savait où il fallait aller pour les arrêter. Au printemps 1943, les Allemands jadis invincibles ont perdu de leur superbe. Après avoir piétiné, ils ont commencé de reculer sur presque tous les fronts. Leur défaite paraît certaine, mais personne ne sait quand elle se produira. Et en attendant, les temps sont sans pitié. Les restrictions ne diminuent pas. Les prisonniers ne rentrent pas, et à partir de mars 1943, les jeunes Français non juifs sont requis par le service du travail obligatoire. Désormais, eux aussi doivent échapper aux rafles. Beaucoup s'engagent dans la résistance, mais la répression est impitoyable. L'occupant a mis bas le masque, il ne sourit plus, et en attendant qu'il succombe enfin, il s'agit de tenir. En conséquence des difficultés rencontrées par les Allemands dans leur traque des Juifs, à Drancy, au début de l'année 1943, le rythme des arrivées et des départs ralentit très fortement. Le temps qui se dilate transforme les habitudes de la communauté des internés. J'ai une impression générale d'ennui. Les journées étaient longues. Elles étaient rythmées par les repas qui étaient très, très succincts, par l'arrivée des colis, par du courrier, quand il y en avait. Le courrier était bien entendu censuré, visé. Il n'y avait pas, comme dans les camps en Allemagne ou en Pologne, des commandos de travail. À part ceux qui étaient destinés à s'occuper d'occupations fixes, les autres vaquaient à faire ce qu'ils voulaient. À Drancy, toute la journée, nous ne faisions rien. On se promenait dans la cour, on se rendait visite. Dans la journée, on avait le droit d'aller dans les pavillons des femmes, mais la nuit, non. Et ce dont je me souviens aussi, c'était la coquetterie des jeunes filles. Elles étaient belles, elles étaient maquillées, elles s'occupaient beaucoup d'elles. J'étais trop petite pour avoir des flirts. Et c'est vrai que c'était un lieu où il y en avait beaucoup, comme si c'était le lieu de la dernière chance de vie. Mon grand-père s'agitait beaucoup, pas dans la coulisse, mais il était libre à Paris. Il s'agitait énormément. D'abord, lui était espagnol, donc il était de toute façon plus ou moins protégé. Il faisait des pieds et des mains pour essayer de nous faire sortir. Et la seule ouverture qu'il ait trouvée à l'époque, semble-t-il, c'était de faire rentrer mon frère à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Parce que quand on avait quelqu'un qui travaillait à l'UGIF, ça protégeait le reste de la famille. Et alors, ça a été très difficile pour lui de faire rentrer mon frère à l'UGIF, parce qu'en fait, il avait 15 ans. Ce qui fait que mon frère a travaillé à l'UGIF, et c'est ce qui fait qu'on a pu être libéré au mois de mai 1943, de Drancy. De janvier à juin 1943, 8 convois seulement ont quitté Drancy à destination des camps de Pologne. Pour les nazis, ce chiffre marque un net recul, puisque 39 trains s'étaient succédé de la mi-juillet à la fin septembre 1942. La France est donc très en retard sur le programme de déportation initialement prévu. À Berlin, Eichmann est furieux. Heinz Röttke, qui a remplacé Dannecker à Paris, lui réclame des renforts pour effectuer les arrestations. Eichmann n'a pas
de myriades de policiers à lui envoyer. Par contre, en juin 1943, il lui envoie celui qu'il considère comme son meilleur homme, qui est Alois Brunner, à la tête d'une petite équipe qu'on appelle, en termes allemands, un commando, qui sont des individus rompus à la traque des Juifs et à l'organisation de la déportation des Juifs. Et ils l'ont fait en permanence. Brunner, il a travaillé avec Eichmann à Vienne, il va ensuite passer à Berlin, et puis il va notamment s'illustrer, avant d'être envoyé en France, lors de la déportation des Juifs de Salonique, en 2 mois, au printemps 1943, il permet la déportation de plus de 40 000 Juifs de la ville de Salonique. En 2 mois, la communauté juive de Salonique est littéralement liquidée, parce que Brunner est un homme efficient, efficace, et qu'il a des méthodes redoutables. Quand les Allemands ont pris la direction du camp, tout a changé. Brunner prend le contrôle de Drancy, qui va devenir sa base pour opérer à l'échelle nationale. Brunner met dehors la police française, le contrôle du camp revient aux Allemands, ce qui n'était pas le cas jusque-là. À l'intérieur du camp, les Français n'ont plus aucune autorité, seule la garde extérieure du camp reste aux mains françaises, mais là encore, ça arrange Brunner, ça ne lui mobilise pas d'hommes, et ce sont des Français qui opèrent ce rôle assez ingrat. Donc il réorganise Drancy d'une double manière. Jusque-là, le camp se trouvait dans un état déplorable, les conditions de vie des internés étaient désastreuses. Brunner va demander à l'UGIF de ravitailler le camp, alors que les questions de ravitaillement sont dramatiques, parce que l'administration française ne se préoccupe pas du sort des Juifs de Drancy. C'est malheureux à dire, mais on était mieux nourris quand c'était les Allemands qui s'en occupaient que quand c'était les Français. Brunner va mettre en place des travaux de réaménagement qui vont quelque peu améliorer les conditions de vie. De même, sur l'organisation du camp, par exemple, le mâche-fer dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était noir et qui donnait une atmosphère un peu bizarre, a été remplacé par du ciment. La cour a été cimentée par des internés qui ont été désignés par les Allemands, mais qui a changé quand même l'aspect du camp. Mais c'était plus vivable que précédemment. Dans le même temps, deuxième phase, un durcissement ahurissant en termes de discipline à l'intérieur du camp. L'arrivée de Brunner et de ses hommes, c'est la violence au quotidien contre les Juifs par les SS. Les Français nous traitaient mal, nous parlaient mal, faisaient leur travail avec zèle. Mais j'ai pas été témoin, en tout cas, de coups qui ont été donnés par les gendarmes aux déportés. Par contre, j'ai vu des Allemands frapper des déportés. Donc il y avait d'un côté l'amélioration des conditions de vie, mais d'un autre côté l'inconvénient de la crainte, de la souffrance, de la peur. Ayant chassé les Français, l'administration française hors du camp, il va y substituer une administration juive. Les camps de concentration ont toujours été gérés depuis leur ouverture dans le Troisième Reich par les détenus. C'est un des grands vices des nazis que de se décharger d'un maximum de fonctions sur les détenus afin d'entretenir une hostilité entre les détenus et entre les différentes catégories de détenus. En modifiant profondément la gestion du camp de Drancy, Brunner ne perd pas de vue son objectif essentiel: augmenter le nombre des déportations. Il y déploie un zèle de fanatique. Pour trouver des Juifs, comment est-ce qu'on fait ? Vous avez les locaux de l'UGIF, puisqu'on sait que les gens qui sont à l'UGIF sont des Juifs. Donc les locaux de l'UGIF vont généralement être visés par Alois Brunner et ses hommes. Mon frère avait à peine 15 ans et demi, c'était le seul qui travaillait. Il se présentait à l'UGIF tous les jours. Il n'est pas rentré déjeuner. Alors, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, mes parents commençaient à se dire, qu'est-ce qui se passe ? On téléphone à l'UGIF, pas de communication possible. Donc, on est partis tous les 3, à pied, jusqu'à la rue de la Bienfaisance, pour voir ce qui se passait. Et là, on a tout de suite compris, la rue de la Bienfaisance était coupée, et il y avait des autobus un peu plus loin, je crois que c'était le 19 rue de la Bienfaisance, ça je suis pas sûr, et il y avait des autobus qui faisaient monter tout le monde. Donc on a compris qu'ils étaient en train de vider l'UGIF, et c'est ce qui s'est passé. Mais il a dû pressentir s'inquiétant, on allait venir voir ce qui se passait. Et de la plateforme de l'autobus, les autobus étaient à plateforme à l'époque, et il a fait ça de la main pour montrer qu'il nous avait vus. Et c'est là,
C'est la dernière fois, en fait. Ben là, après, nous sommes rentrés tous les trois, et je crois que dès le soir, on n'a plus couché là. On s'est caché 2-3 jours, et ces quelques jours ont été mis à profit pour trouver... Mes parents me disaient, il faut au moins qu'on puisse, moi, m'envoyer quelque part pour me protéger, et que eux se cacheraient plus facilement, tous les deux seuls, sans moi. Bon, ils ont trouvé le moyen de m'envoyer à la campagne, dans la Côte d'Or, en fait, un genre de colonie de vacances où j'étais sûr de pouvoir rester jusqu'à la fin du mois d'août. Maman me téléphonait 1 jour sur 2. Elle trouvait le moyen de téléphoner. Il n'y avait pas le téléphone à la colonie. Elle appelait un café-restaurant qui était tout près, et qui était vraiment très près, et on venait me chercher. Et donc tous les 2 jours, je l'avais au téléphone. Et à partir d'une certaine époque, que j'ai située qu'après, donc 18 ou 19 août, je n'ai plus eu aucun appel. Et j'ai très vite compris, parce que si elle ne m'appelait pas, c'est qu'il ne pouvait plus. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai su. Je l'ai su sans qu'on me le dise, en fait. Je l'ai compris tout seul. Vous savez, à 9 ans et demi, on comprend. Hein. Les parents d'Alain Benveniste, ainsi que son frère, ont quitté Drancy le 2 septembre 1943 par le convoi numéro 59 à destination d'Auschwitz. Ils n'en sont pas revenus. Pour moi, Drancy a été rapidement effacé de nos souvenirs compte tenu du pire, de l'horreur que nous allions vivre. Alors pour des gens comme revenant de Birkenau, des survivants, Drancy, c'était quand même une sorte de paradis. Là, il y avait des humiliations, mais c'était pas la même chose. Ça n'avait rien à voir. Nous sommes partis pendant les fêtes juives. Le 7 octobre 1943, je crois que c'était le jour de Kippour. Alors, moi, ça m'était assez étranger parce que je n'ai pas de tradition familiale religieuse. Mais nous sommes partis dans le même convoi, il y avait le grand rabbin de Lyon. Et je me rappelle que des camarades m'avaient rapporté qu'ils étaient allés trouver le grand rabbin de Lyon pour lui demander s'il devait jeûner pendant le transport. Et on m'avait apporté la réponse très intelligente du grand rabbin, qui avait dit « Jeûner, c'est une pénitence. Si vous croyez que partir en déportation, ce n'est pas une pénitence suffisante, alors jeûnez, mais moi, je vous conseille de manger. On aura besoin de force. » C'était la réponse du grand rabbin qui n'a pas survécu à la déportation. Les 6 premiers escaliers étaient réservés aux déportés. Et ils faisaient en sorte d'isoler ces 6 escaliers. Donc ces 6 escaliers, il y avait tout autour une barrière de fil barbelé pour les empêcher de sortir de ces escaliers, de se cacher dans le camp pour ne pas partir. Un beau jour, on nous ramasse, on nous désigne, et on est mis dans l'escalier numéro 2. Et là, on est entassé. On dort par terre, sans paillasse, sans rien, et n'importe où, enfin entassé. Et le lendemain matin, on est réunis. Les autres sont bloqués dans les chambres, ils n'ont pas le droit de sortir. Mais déchambrés en face, on voyait comment la déportation se déroulait. Donc le matin de bonne heure, il y a des autobus qui arrivaient et qui rentraient dans le camp par l'entrée à côté du Mirador qui se trouvait juste derrière le Château Rouge, dans la partie ouverte du U. Et on voyait descendre de ces escaliers tous les gens qui avaient dormi la nuit de la veille de leur déportation et qui se rangeaient en bas en rang. Et les gendarmes faisaient rentrer les gens dans les autobus. On monte, on est en famille, on est... les uns avec les autres, hein. Je suis avec ma mère, avec ma sœur. Et lorsque les autobus étaient pleins, les autobus partaient et d'autres venaient pour prendre ceux qui n'étaient pas encore montés dans les autobus. Donc il y avait un manège d'autobus vides qui arrivaient et qui repartaient pleins pour revenir quelque temps après.
Et là, mais nous sommes le convoi numéro 60. C'est-à-dire que 59 fois avant, les mêmes voisins, les mêmes gens qui habitent les quartiers, on veut partir des autobus. Et puis tout Drancy sait qu'il y a le camp des Juifs à Drancy, c'est pas... La population sait, mais elle n'y peut rien. En car, on nous amène à la gare de Bobigny. On nous met sur le quai, on nous range comme ça, en ordre, je ne sais pas si on était en colonne par 5 ou par 10, enfin, pour remplir la chose du quai, et un Allemand vient et nous fait un discours, que bien sûr, nous ne comprenons pas, mais un juif qui parlait le yiddish, bien sûr, comprenait l'allemand, et il nous a traduit le discours que nous a fait l'allemand. Et il nous a dit, voilà, vous allez aller travailler en Allemagne, vous serez bien traité si vous travaillez correctement, et à ce moment-là, vous reviendrez après la guerre, et estimez-vous heureux, parce que pendant ce temps-là, nos enfants sont en train de se faire tuer à Stalingrad. Et si toutefois, dans le wagon, il y a une évasion, nous prendrons 10 personnes que nous fusillerons sur place. Et nous les avons vus, les wagons, 40 hommes, 8 chevaux en long. On est dans le wagon, on doit être plus de 50. Et des gens de tous les âges. On essaie de se faire une place. Il y a un seau d'eau pour le wagon. Il y a une tinette. Et puis il y a cette tragique promiscuité qui à la fois crée ce qui nous unit et ce qui nous déshonore. C'est un mélange de tout ça. Et puis le train va partir. En face de moi, accroupi comme moi, il y a un couple dont le mari reviendra. Un jeune couple. Sa femme tient un bébé qui doit avoir 2 ans. Elle est elle-même enceinte jusqu'aux oreilles. Elle fait son dernier voyage, mais on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir. À côté, il y a un couple de vieilles gens, très dignes. L'homme et la femme, ils se tiennent par la main, ils ne disent pas un mot. Et puis, le deuxième jour, on va quand même essayer de leur parler. Ce sont des pharmaciens. J'avais une très belle pharmacie, place des Ternes à Paris. Ils étaient comme nous, réfugiés quelque part, ils ont été arrêtés, ils sont déportés. Quelles pensées peuvent les habiter? Ils ont probablement 75 ans l'un et l'autre. Est-ce qu'ils peuvent croire qu'ils vont quelque part pour travailler? Est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils vont ailleurs que pour mourir? À force d'acharnement et d'infamie, Aloïs Brunner parvient à inverser la baisse des déportations. Sous son mandat de juin 43 à août 44, 22 convois de 1000 juifs environ quittent Drancy. Le 18 août 1944, le commando Brunner abandonne le camp en emmenant une 50aine d'otages. Les mouvements de résistance qui libèrent la ville délivrent aussi les 1500 internés qui demeurent au camp. Une semaine plus tard, la capitale se libère à son tour. Les Parisiens qui chassent les Allemands auront ignoré jusqu'au bout le sort des Juifs de Drancy. L'ironie du sort voudra que la cité de la Muette serve à nouveau de lieu d'internement pour les collabos. Sur les 67 000 Juifs partis de Drancy, Français ou étrangers, riches ou pauvres, croyants ou libres penseurs, mauvais sujets et hommes de bien, 3500 sont revenus. Pichipoy, alias Auschwitz-Birkenau, a emporté tous les autres. Aucun des 11 000 enfants de moins de 15 ans n'a survécu.